L'Afrique regorge de jeunes talents, de jeunes entrepreneurs engagés à relever les défis prégnants de nos communautés. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur votre plateau Podium des entrepreneurs. Aujourd'hui, à travers des initiatives qu'ils portent dans des secteurs bien définis, je vous propose de mettre en lumière des défis que rencontrent nos communautés au Tchad, au Mali, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. D'aller à la rencontre de jeunes entrepreneurs qui apportent des solutions, de découvrir leur parcours et également leur ambition pour l'Afrique. Merci beaucoup et merci encore de nous avoir rejoints sur ce plateau. Tout de suite, sans plus tarder, je vais vous laisser vous présenter chacun et chacune. On va commencer par Mariana. Merci Marianne. Je suis Mariana Nodumongom. Je suis originaire du Tchad, précisément du Logone oriental. Je suis entrepreneur, mais avant d'être entrepreneur, j'ai à la base un diplôme en finance, un master en audit et contrôle de gestion. Passionnée de tout ce qui est cuisine, qui m'a été transmise par ma maman, et de tout ce qui est nature, tout ce qui est vert. Je parle de l'agriculture en quelque sorte, qui me passionne. J'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais pas n'importe quel entrepreneuriat agricole. D'accord. Donc, je suis entrepreneur agricole, business coach dans un incubateur agricole, entrepreneur, maintenant étudiante encore. J'aime apprendre de nouvelles choses, donc je suis étudiante en développement data. Merci. Merci beaucoup, Mariana. Alors, vous, Moufassa, vous nous venez de la Côte d'Ivoire. Exactement, je suis Moufassa Kandé, je suis ivoirien, je suis juriste et entrepreneur, passionné par le digital. Alors, j'ai eu la chance d'allier mes deux passions. Donc, je dirige un cabinet de droit, donc spécialisé dans le droit des TIC et la protection des données à caractère personnel, qui s'appelle DPO Expertique. Et je dirige également une start-up qui s'appelle Slide Innovation, qui donc est spécialisée dans le développement d'applications. D'accord, très bien. Alors, nous revenons au Sénégal avec Mamadou Ndo. Oui, merci Marianne. Je suis Mamadou Ndo. J'habite à Dakar. Je suis business developer. Comme métier, j'ai un diplôme en marketing, communication et entreprise que j'ai obtenu en 2012 au Sénégal. Donc après ça, j'ai fait beaucoup de start-up, notamment dans le BI et le AI, c'est-à-dire j'ai travaillé avec Pyramide, Monobrain, etc. Mais en même temps, ça m'a permis, le fait de travailler avec ces startups m'a permis de développer une fibre entrepreneuriale et de pouvoir aussi créer un business personnel qui s'appelle Papi Food. C'est dans le domaine de l'agriculture. Dans l'agriculture. Merci beaucoup. Alors, un tour au Mali. Oui. Bonjour Marianne. Moi, c'est Luc Tamoukone. Je viens du Mali. J'ai une formation en système et réseau, j'ai ingénierie. Et je suis dans l'entrepreneuriat depuis 3-4 ans maintenant, voilà, en termes formels. J'ai cofondé avec deux amis une entreprise qui s'appelle We Are Solutions, donc, dont l'objet est l'étude des problèmes socio-économiques qu'on vit au quotidien et de proposer des solutions, voilà, sur mesure à ces problèmes-là qu'on ressent et qu'on vit dans nos communautés. Donc, on est tous technophiles. Voilà, donc c'est pour cela qu'on utilise nos compétences pour essayer d'aider un peu autour de nous, voilà, de voir les problèmes qu'on peut avoir un impact sur lesquels on peut avoir des impacts. Donc, dans ce sens, déjà, We Are Solutions est devenu un groupe et on a un studio créatif qui est là, qui a déjà travaillé avec un bon nombre de clients, de partenaires et de projets. On a une application dans le sens de l'édition numérique qui est fonctionnelle, qui s'appelle Bbook. On a d'autres projets, voilà. Donc, en tout cas, on essaie vraiment de proposer des solutions sur mesure. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, merci. Et en fait, aujourd'hui, si nous sommes là, pour parler des défis que vous avez identifiés dans votre communauté et notamment des solutions que vous proposez. Mariana, quel est le défi qui vous tient à cœur au Tchad? Au Tchad, le défi qui me tient à cœur, d'abord, c'est celui de soulager la femme tchadienne.
J'aime la femme dans son intégralité, vu l'amour maternel qui m'a été transmis. On constate que chez nous au Tchad, dans le secteur agricole, ce sont les femmes qui sont les plus actives. Elles ont des fermes, des jardins. Le matin, elles sortent, elles partent, elles font la récolte et elles amènent au marché. Après, quand il y a mes ventes, elles sont obligées de jeter parce qu'elles n'ont pas un système de conservation et de transformation de ces produits. Cela est déjà un manque à gagner d'abord pour ces femmes rurales qui s'y peinent pour vivre de ce qu'elles produisent. Le deuxième problème, c'est qu'au Tchad, nous sommes des grands producteurs en bétail, mais que nous ne valorisons pas cela, nous exportons nos bétails sur pied. La transhumance est vraiment élevée au Tchad. C'est aussi un manque à gagner pour l'économie tchadienne. Donc, c'est ces deux défis qu'avec mon start-up, on a essayé d'évaluer et de porter une solution. Mais ces deux solutions, c'est pour soulager toujours la femme tchadienne dans son intégralité. Merci bien, Mariana. Soulager la femme tchadienne. Alors, Moufassa, oui, quel est votre défi? Alors, que vous avez identifié? J'ai essentiellement deux défis, mais qui partagent le même dénominateur commun, c'est-à-dire c'est autour de l'utilisation du digital. Aujourd'hui, dans le monde, nous sommes dans un monde purement numérique et les données sont très importantes. Donc les données à caractère personnel. L'ambition de mon cabinet avec DPO Expertique, c'est d'accompagner les entreprises dans la protection des données à caractère personnel. Les gens n'ont aucune idée de leur empreinte digitale. Tous les jours, on crée des mots de passe, on donne notre position, on donne notre numéro de téléphone. Les gens savent exactement où on va et ils ont nos données. On ne sait pas ce qu'ils en font. Aujourd'hui, le défi avec DPO Expertique, c'est d'accompagner toutes ces entreprises, mais surtout ces startups qui n'ont pas encore pris la pleine mesure de ce qu'on peut faire avec les données personnelles. C'est de porter de l'information aux personnes. Mais nous accompagnons concrètement les porteurs de projets dans le domaine du digital, donc les créateurs de sites internet, d'applications et de logiciels, dans la création d'une politique de protection de données. Donc nous allons intervenir dans la rédaction des politiques de confidentialité, des mentions légales, des conditions générales d'utilisation ou de vente, c'est selon. Alors c'est ce que nous faisons. Ça, c'est vraiment un défi. Donc c'est de mettre l'humain au cœur du digital, de se protéger avec le digital, de se vendre, d'accord, mais de se protéger aussi avec le digital. Et l'autre défi, c'est dans la mobilité, dans les villes africaines. Nous remarquons qu'il y a énormément de difficultés dans les politiques d'urbanisation et cela est également lié à une mauvaise politique dans la mobilité urbaine. Les villes africaines ne sont pas agréables et confortables parce qu'en termes de transport public, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc avec Slide, nous avons conçu une application qui s'appelle VIA, qui a pour vision de réussir la transition vers la mobilité intelligente dans les villes africaines. Merci beaucoup, on va y revenir. C'est ça. Et je vais juste demander à Mamadou de nous dire le défi qu'il a identifié et qu'il voudrait relever. Oui, merci Marianne. Pour mes défis, j'en ai deux grands défis. Mais le premier concerne par exemple l'événement, la cérémonie annuelle de l'appel des Layènes. Donc j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de demande en volaille et que les prix augmentaient ou triplaient pendant cette période-là. C'est de là que je me suis inspiré pour pouvoir créer Papy Food, qui est dans la production et la commercialisation de poulet de chair et de viande de volaille. L'autre défi rentre dans la lutte contre la pollution. En fait, depuis 2015, une loi a été votée au Sénégal concernant l'interdiction du plastique. Et là, j'aimerais mettre une entreprise dénommée FSB, Fabrique de sachets biodégradables, qui va mettre en place des sachets bio qui vont durer pratiquement, c'est-à-dire la destruction de ces papiers va durer 2 à 3 mois, plus que le plastique qui dure 300 ans ou 100 ans. Donc c'est carrément ces défis-là que j'aimerais bien apporter à donner à la communauté. Merci beaucoup Mamadou. Alors Luc, au Mali, Ouais. Qu'est-ce qui vous interpelle comme défi? Bon, c'est surtout l'éducation. Voilà. Mais comme je le disais tout de suite, nous sommes un groupe technologique
et nous essayons réellement de réfléchir sur les problèmes qui nous impactent négativement le plus. Donc, dans notre stratégie des 5 prochaines années, nous avons identifié 3 secteurs dans lesquels on va agir. Donc, en priorité dans celui de l'éducation, ensuite dans celui de l'accès à l'information pour les gens dans les zones reculées, etc. Et ensuite, le dernier, c'est tout ce qui touche au fait que les jeunes n'ont pas accès à du travail. Donc, ce n'est pas forcément du travail formel, mais c'est essayer de les aider avec des petits trucs à gagner au moins le minimum pour assurer la survie. Donc, c'est un peu ces trois champs-là. Donc, comme je disais, notre priorité actuellement, c'est dans le secteur de l'éducation. Et comme vous l'avez signalé, je suis malien, je viens du Mali. Actuellement, on fait beaucoup l'actualité pour plusieurs raisons, mais ce qui impacte réellement la population actuellement, c'est pas ce sur quoi l'accent est mis dans les médias. C'est vrai, on parle de la politique, du fait des coups d'État, etc., mais on parle rarement de la misère et la difficulté vécue par les populations suite à ces problèmes-là. Donc la crise au Mali, ça n'a pas commencé avec le double coup d'État actuellement dont on parle le plus. Elle existe depuis longtemps. Tu vois, la crise au nord du Mali, depuis que je suis petit, on a vécu un peu au nord et je me rappelle dans mes souvenirs, il y avait les chars qui passaient devant notre porte. Donc c'est pas une crise qui a commencé maintenant. Et les conséquences ont dépassé certains points, c'est-à-dire ont atteint un niveau critique actuellement. Tu vois, les écoles sont fermées. C'est-à-dire suite aux djihadistes qui étaient dans le nord, des écoles ont fermé et on a eu des déplacés. Les parents n'ont plus surtout les moyens d'envoyer les enfants à l'école. Donc, au niveau de l'éducation du primaire jusqu'au lycée, c'est vraiment grave actuellement. Donc, moi, mon projet, c'est un peu c'est-à-dire notre mission en ce sens actuellement, c'est essayer de proposer quelque chose, une alternative, quelque chose qui ne va pas remplacer le système éducatif traditionnel, mais qui va le soutenir, qui va donner des alternatives le temps que l'État soit dans ses moyens de vraiment apporter la solution, c'est-à-dire de vraiment prendre possession de ces lieux-là. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. En fait, intéressant. Donc, si on reprend, vous êtes dans le secteur de l'agrobusiness, des TIC, à travers la protection des données et tout ce qu'il y a comme solution, en tout cas informatique, et dans l'éducation. Alors, ce sont vraiment des secteurs clés qui, je pense, dans nos différents pays, on a pratiquement les mêmes problèmes à travers l'Afrique. J'en suis sûre que lorsque Mariana parlait de problèmes au niveau du Tchad, vous vous êtes retrouvés et vice-versa. Alors, le prochain tour de table, c'est de voir par rapport à ces défis identifiés concrètement, quelle est la solution que vous apportez. Peut-être qu'on va commencer par Moufassa. D'accord. Concernant les problèmes liés à la protection des données à caractère personnel, notre cabinet a une politique d'approche qui est basée sur la prise en compte de la taille des entreprises. Nous n'allons pas, par exemple, demander à une start-up qui se lance dans le digital de nous payer des notes d'honoraires alors qu'il n'a même pas encore commencé à faire un chiffre d'affaires. Par contre, nous savons qu'il va traiter des données et qu'il est impérieux pour lui de se mettre en conformité pour ne pas être en déphasage avec la loi sur la protection des données à caractère personnel. Donc, nous allons vers ces startups-là et nous leur proposons d'inclure dans les contrats qu'ils proposent aux éditeurs de sites internet ou de logiciels des formules qui nous permettent de leur offrir nos prestations, non mais vraiment à moindre coût et payables de façon échelonnée. Donc c'est ce que nous faisons. Nous allons mettre en place également une application qui leur permettra de suivre leur positionnement par rapport à la protection des données. Donc ils verront s'ils sont au vert, s'ils sont au jaune ou s'ils sont au rouge par rapport à ce que la loi leur demande, leur exige pour la protection des données à caractère personnel. Et dans le digital, comme j'ai dit, la mobilité urbaine est très importante et elle est plus facile lorsqu'elle est intelligente. Donc nous travaillons à la conception d'une application qui va permettre à l'usager de connaître l'écosystème du transport existant dans sa ville, donc d'évaluer ses options parmi plusieurs moyens de transport et donc d'avoir un transport beaucoup plus efficace
Et nous savons qu'un transport propre, efficace et inclusif fait partie intégrante des villes durables. Donc, c'est pour cela que nous nous battons tous les jours. Merci beaucoup, Bofassa. Alors, Mariana, quelle est la solution ou les solutions apportées aux défis identifiés? Les solutions apportées aux défis identifiés se passent par la création de mon start-up qui se nomme Darna Food. Chez nous, Darna en arabe local tchadien signifie chez nous. Donc, étymologiquement, Darna Food signifie nourriture de chez nous. Donc, la start-up est une start-up de transformation, de conservation et de commercialisation des produits agricoles et animaliers du Tchad, surtout le tout sans additifs chimiques. Et nous veillerons à cela. La start-up est née pour répondre à un besoin, répondre à un défi des femmes rurales qui se peinent à produire en grande quantité, parce que chez nous, les fruits et les légumes sont produits en grande quantité et surtout, c'est par période. Donc, à une période où on voit qu'on a beaucoup de légumes sur le marché, après où on n'en a pas. Mais quand ces fruits et légumes sont en grande quantité, où elles ne sont pas tous vendus, il n'y a pas un système de transformation, de conservation, donc cela est jeté. C'est là qu'intervient Darna Food. Mais Darna Food intervient d'abord à deux niveaux. À la base, nous travaillons avec les femmes productrices parce que nous n'avons plus besoin d'aller produire et transformer. Donc, nous formons les femmes productrices à nos techniques de culture parce que nous mettons d'abord à leur disposition des engrais et des pesticides naturels faits à base des coquilles d'œufs. C'est là que ces femmes utilisent pour faire leur culture. Nous voulons nous assurer que les produits que nous allons avoir pour transformer sont vraiment bio, sont vraiment naturels. Donc nous mettons à leur disposition, elles produisent. Au moment de la récolte, Darna Food intervient pour acheter une partie de cette récolte avec ces femmes. Cela diminue le taux des fruits, des légumes que ces femmes amènent au marché. Cela leur permet d'avoir une autre source de revenus où elles sont sûres de récupérer. Et sur le marché, il y a déjà une diminution du taux de méventes qui sera jeté. Deuxièmement, nous travaillons avec les producteurs de bétail, dont nous prenons leur bétail que nous essayons de transformer. Parce qu'à chaque fois où le bétail sort sur pied, on n'a pas la chance d'avoir les sous-produits et de transformer. Maintenant, nous transformons simplement la viande, mais la peau, nous commercialisons ça aux jeunes start-up qui font dans la maroquinerie, qui font dans la transformation des sacs et autres. Cela fait déjà une autre source de revenus pour l'économie tchadienne. Donc Darna Food intervient à ce niveau. Et nous ne soulageons pas simplement la femme rurale, mais aussi la femme urbaine. La femme tchadienne qui se lève le matin, elle part dans son bureau, elle revient à 15h, à 16h, à 17h, mais elle a l'obligation de préparer pour sa famille. Cette femme ne va plus prendre les légumes, ou soit ne va plus prendre le gombo pilé, elle ne va plus prendre, par exemple, la viande, rester là, hachée et tout ça. Nous rendons cela disponible, précuit, pour faciliter la femme à préparer rapidement et se reposer. C'est ainsi que nous disons que chez Darna Food, nous valorisons la femme dans son intégralité. D'abord, nous soulageons la femme rurale dans ce qu'elle fait et nous aidons aussi la femme urbaine, la femme qui travaille à avoir aussi de repos. Donc, nous valorisons la femme tchadienne dans son intégralité avec Darna Food. Merci beaucoup. Merci Mariana. Alors, Luc, Oui. Tu as bien une solution que tu as commencé à présenter tout à l'heure. On y revient. Donc, en fait, comme je disais, on est une groupe technologique, donc toutes nos réflexions sont dirigées dans le sens des solutions technologiques, les moyens palliatifs qu'on peut apporter aux différents problèmes qu'on identifie. Donc pour le cas de l'éducation, nous sommes en train de travailler actuellement sur une application qui est mobile ou web, qui va fonctionner plus concrètement sur des tablettes ou sur des ordinateurs. Et elle sera disponible en mode online et en mode offline. Et à travers cette application, nous voulons mettre à disposition. Déjà, la première étape, c'est comme j'ai parlé d'une partie du problème.
Donc, et c'est ce problème lié au déplacement et autres est venu trouver qu'il y a d'autres problèmes qui étaient là, qui est surtout lié au fait que le niveau, au niveau de l'éducation, c'est-à-dire le niveau des ressortissants a commencé à baisser. Voilà, donc en fait, et j'ai ressenti ça quand j'ai commencé à faire le recrutement, etc. Donc, les gens avec qui je collaborais, c'était vraiment compliqué d'avoir des gens compétents et à prix abordable. Donc, c'est dans ce sens-là, déjà, la première partie de notre solution vise ce public-là, les lycées, les plus jeunes, à renforcer leurs capacités. Donc, nous voulons faire une application serait une application de soutien scolaire. Voilà, parce qu'on a beaucoup de difficultés. Bien avant la crise, on finit pas les programmes. Souvent, il y a les grèves au niveau des professeurs, au niveau des étudiants, donc on finit pas les programmes. Et aussi, souvent, on trouve aussi que certains professeurs n'ont pas forcément la pédagogie et les élèves n'ont pas forcément ce dont ils ont besoin au niveau dans la classe dans laquelle ils sont. Donc, notre application va accompagner les élèves et les étudiants en les proposant des contenus éducatifs, des cours, des exercices. Il y aura des programmes peer-to-peer directement dans l'application pour que les élèves puissent s'entraider entre eux. On pourra, par exemple, et puis nos cours seront des cours dynamiques. C'est pas genre des PDF qu'on va charger ou simplement des vidéos où un prof va exposer un cours dans l'application, c'est pas ça. Il y aura des cours de texte qui sont dynamiques, c'est-à-dire le cours, tu peux interagir avec le contenu. Si par exemple en mathématiques, tu vois un théorème que tu comprends pas, tu peux aimer le théorème, tu peux dire tu n'as pas compris et partager dans un groupe de chat, dans une classe virtuelle ou partager à un prof directement pour lui dire tu n'as pas compris. Vu que tout est interconnecté dans l'application, le prof peut t'envoyer un lien vers un exercice d'application, vers une vidéo qui explique beaucoup plus ou bien peut prendre 5 minutes pour chatter avec toi et t'expliquer et de te donner les orientations. Donc en fait, c'est le compagnon parfait de l'étudiant qu'on veut créer, de sorte que même si on ne va pas à l'école à cause de je sais pas quoi, on peut continuer si on a la motivation à vraiment avoir le niveau requis. Ça, c'est le premier plan. Et l'autre plan, c'est vraiment tous ceux qui sont un peu en dehors du système classique de l'éducation. Donc, il y a les écoles professionnelles souvent, mais on veut aussi dans la plateforme permettre à ceux qu'on ait accès à des formes de formation, comme on l'a dit, des formations qualifiantes. Voilà, donc on veut vraiment que les gens, par exemple, puissent apprendre facilement, je dis comme ça, avec l'aviculture, tu vois, avoir déjà que c'est une possibilité. Je sais que ça marche bien, j'ai connais ça marche bien, mais c'est très sensible, donc il faut savoir comment ça marche. Donc on donne des formations pratiques. Donc, que ce soit toujours avec cet outil-là. Et la formation n'est pas que digitale. Donc, on pense aussi à mettre des QG en place en fonction des spécialités, en fonction des régions. Donc, dans une région comme au Mali Sikasso, par exemple, qu'on appelle la région verte du Mali, on peut axer beaucoup plus dans l'agro-business. Et dans certains de QG, quand tu apprends en ligne, tu peux venir dans ces QG-là pour pratiquer ce que tu as appris. Parce que l'objectif, on ne va pas te donner le diplôme. L'objectif, le diplôme, c'est la connaissance avec laquelle tu vas sortir. Et nous, ce qu'on veut voir, c'est pas que tu te pavanes avec un diplôme, c'est que quand tu sors, tu commences à faire quelque chose. C'est ça réellement le diplôme, en fait. Donc, malheureusement, on a beaucoup de diplômés au Mali, mais on ne voit pas trop l'impact sur le terrain. Donc, c'est un peu ça. On veut essayer d'apporter un peu notre poids à ce niveau-là. Merci beaucoup, Luc. Alors, Mamadou? Oui, Marianne, nous, ce que nous apportons ici pour notre communauté, carrément, c'est la démocratisation de l'accès à la viande de volaille. Parce qu'au Sénégal, on le sait bien, la viande rouge coûte cher. Aujourd'hui, les kilos passent à 4 000 francs. Donc, c'est très difficile pour les familles de s'en munir. Donc, aujourd'hui, avec peut-être 2 000 ou 3 000 francs, on a accès à ces poulets-là. Donc, nous, on a essayé au maximum de baisser nos prix, c'est-à-dire de faire des poulets de 2,2 kilos, par exemple, pour pouvoir les vendre au marché à 2 000 francs et que les populations puissent avoir accès pour pouvoir, le soir, dès qu'un Luc connaît ou une Marianne vient à la maison, qu'ils puissent manger tranquillement leur poulet sans pour autant dépenser beaucoup d'argent. Donc, en plus de ça, c'est la viande de volaille qu'on met en disposition des cultivateurs.
pour pouvoir fertiliser le sol. En même temps, c'est une économie circulaire. Parce que tout simplement, c'est du volaille, on peut avoir de la viande de volaille et en même temps fertiliser les sols pour avoir de les cultures. Donc ça rejoint mon projet, mon second projet de fabrique biodégradable, parce qu'à travers cette culture-là, je pourrais fertiliser mes sols et pouvoir cultiver du maïs qui est à la base de la matière première que j'aimais utiliser pour fabriquer à la fin des sachets à biodégradables qui vont pas durer et qui luttent contre la pollution de l'environnement. Très intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation de toutes ces initiatives qui sont impactantes dans la communauté parce que vous avez identifié des challenges auxquels vous avez apporté ces solutions-là. Tout de suite, nous allons passer à la rubrique Jeux de mots. Alors, pour cette rubrique, j'ai un jeu de mots et je vais inviter chacun de vous à piocher un mot. Alors, il s'agira de dire par rapport à ce mot, en tant que leader, en tant que jeune entrepreneur, qu'est-ce qu'il vous inspire? Je vais commencer par le Mali. Luc. Le Mali à l'honneur. Voilà. Ça marche. OK. Le mot, c'est promotion. Bon, quand moi je vois promotion, déjà ça me ramène à ma toute première motivation quand on a décidé d'entreprendre. Déjà le nom du groupe c'est We Are Solutions. Il y a beaucoup qui font la confusion en pensant que quand on dit We Are Solutions, ça veut dire l'entreprise est la solution. Quand on a choisi le nom We Are Solutions, l'idée n'était pas ça. Voilà, en fait, ce n'est pas ça qu'on veut communiquer. C'est surtout que nous, on est tous des jeunes, on a une moyenne de 30 ans. Et c'est pour dire que à un moment donné, c'est comme si les problèmes du pays étaient trop. J'avais des camarades qui disaient, bon, moi je revenais de l'étranger où j'étais allé étudier et puis je communiquais avec eux, ça faisait longtemps que je n'étais pas au pays. Et ils disaient, oui, on a des problèmes, ça ne va pas, on veut aller étudier à l'extérieur, d'autres veulent aller à l'aventure. Quand moi je dis, non, c'est pas mieux là-bas. Il faut qu'on essaie de voir, de développer et tout. Donc c'est là, bon, j'ai convaincu quelques amis de créer la boîte. Et en la créant, on s'est dit, on veut inspirer autour de nous, on veut en quelque sorte faire la promotion que c'est possible en fait, la promotion du fait que c'est possible en Afrique. Tu vois? Donc on a créé We Are Solutions pour dire que nous sommes la solution. Donc en tant que jeunes, nous faisons partie de la solution. Donc c'est de là que vient le nom. Donc, et l'objectif, c'est vrai, on propose des solutions technologiques, ça c'est un peu parce que ça c'est nos compétences, mais réellement dans la pratique, c'est pour inspirer, pour dire que voilà des jeunes, ils essaient avec les moyens, avec les compétences, de faire quelque chose pour aider dans leur communauté. Donc on veut vraiment dans ce sens-là aider, on veut promouvoir, si tu veux, on veut promouvoir l'espoir. Tu vois, on veut que les gens se disent oui, ici c'est possible. On n'a pas besoin d'aller ailleurs avec ce qu'on a, avec les compétences qu'on a, qui peuvent techniques, qui peuvent financiers, juridiques, etc. Si tu as la volonté d'apporter un changement, c'est possible en fait. Donc c'est un peu ça globalement ce qui m'inspire ce mot. Merci beaucoup. Un mot auquel tu as donné un véritable sens. Mariana? Tchad. Découvrons ensemble. Incubateur. Waouh. Ouais, ça tombe bien. Je me retrouve alors. Incubateur. Chez moi, quand je vois incubateur, je pense à la jeunesse tchadienne. Chez moi, au Tchad, à l'heure actuelle, l'entrepreneuriat, je pourrais dire, est à la mode. Tout le monde veut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ne savent pas par où commencer. Donc, quand je vois incubateur, je pense à l'accompagnement des jeunes. Je pense à comment aider ces jeunes à arriver à leur objectif, à faire ce dont ils ont vraiment envie de le faire. Donc, ces mots fait partie de mes quotidiens dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, quand je vais, je pense à la jeunesse, je pense à ce que nous, jeunes Africains, nous pouvons faire tout en aidant ensemble, tout en nous tenant la main. Ce n'est pas parce que moi, je suis déjà à un niveau que je dois abandonner celui qui est derrière, mais je dois lui tenir la main et ensemble, nous allons avancer et arriver à un même objectif. Merci. Merci beaucoup. Alors, je n'ai jamais vraiment entendu une aussi belle définition de l'incubateur.
Merci. Mufasa, qu'est-ce que tu nous réserves comme mot? Qu'est-ce que tu pioches? La question, c'est qu'est-ce que le mot me réserve à moi? Allons-y. Management. D'accord. Alors, le management, pour un entrepreneur, ça doit être au cœur de sa décision. Une fois qu'on a défini sa vision et sa mission, il faut assurer le management. Le management, c'est non seulement la gestion du projet, mais la gestion des hommes, des ressources humaines. Un bon entrepreneur peut être un piètre manager. S'il connaît sa vision, il connaît son produit à lui tout seul, il peut quand même être un piètre manager. Mais le grand entrepreneur, il n'a pas les moyens de s'offrir le luxe d'être un mauvais manager. Et je pense que tous les entrepreneurs ici le savent. Et la jeunesse aussi doit pouvoir compter sur des compétences managériales exquises pour pouvoir mener à bien leur projet. Et ce mot me parle. D'abord en tant que juriste, donc la droiture dans toutes les procédures, la hiérarchie dans tout ce qu'on fait. Et ensuite, en tant qu'entrepreneur, dans la façon de communiquer ma vision aux autres. Je pense que c'est ce que m'inspire ce mot. Merci beaucoup, Mufasa. Merci. Mamadou? Oui, je vais prendre le plus proche. J'espère que... Projet. En fait, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. En fait, c'est nos projets aujourd'hui. C'est le désir d'apporter des solutions à nos communautés, le désir de bâtir l'Afrique. Donc, ça ne peut se faire que en créant quelque chose. Il faut que ces jeunes Africains prennent l'initiative de créer des choses, des solutions à nos problèmes, à nos communautés. Et c'est ce mot projet-là, c'est quelque chose qui compte dans nos vies et dans la construction de l'Afrique, dans la construction de nos pays, mais en plus large de l'Afrique tout entière. Donc c'est ce qui nous a permis d'être ici aujourd'hui et c'est ce qui nous permet de vivre et ce qui nous permet aussi d'avoir de l'ambition, la vision que nous avons pour nous-mêmes et que nous avons pour nos communautés. Et plus largement, comme je l'ai répété, c'est l'Afrique qui compte et qui est au cœur de la chose. Alors, merci beaucoup, merci Mamadou. En tout cas, en piochant ce mot, tu me facilites la transition pour le prochain tour de table. Alors, projet. Alors, nous avons vu que vous avez identifié en tout cas un défi dans votre communauté. Vous avez essayé d'apporter une solution à travers une initiative précise. Maintenant, quel a été le parcours de l'entrepreneur? Qu'est-ce que vous avez rencontré sur votre chemin? Quels sont les défis que vous avez rencontrés? Quelles sont peut-être les solutions que vous avez apportées? Et à ce jour, peut-être quel appel lanceriez-vous pour permettre à des entrepreneurs qui sont dans ce secteur-ci de pouvoir développer leurs initiatives et impacter davantage? Mamadou. Je pense qu'il y a eu des difficultés au début du lancement de mon projet. Donc, comme je l'ai dit, je travaillais d'abord, donc j'ai pas eu le temps trop de m'investir dans ce projet-là. Donc, je suis business developer dans une entreprise. Donc, le temps me manquait pour pouvoir m'occuper des poussins, etc. Donc, quand je travaille à la maison, donc je travaille à la maison. Donc, je travaille en ligne le plus souvent avec des entreprises. Donc, j'ai débuté mon boulot donc à la maison, donc le projet. Dans un petit enclos à la maison, j'ai commencé par 200-300 poussins. Donc là, je me suis dit qu'il fallait s'étendre. Le premier problème, ça a été il fallait payer le loyer pour pouvoir avoir un grand espace pour développer plus le projet. Et quand j'en ai parlé à mon père qui avait un terrain là-bas à Malika, ça a été difficile de me céder parce qu'il fallait convaincre les autres que c'est un projet viable qui peut profiter à tout le monde. Et là, il a été d'accord au dernier moment de me céder son terrain et que j'ai pu construire et pour étendre mon business, l'expansion de mon business, etc.
L'autre problème, c'est le financement du projet. Donc au début, peut-être ça a coûté peut-être 490 000, mais quand qu'il fallait attendre, ça peut prendre 6 millions et quelques, et poussières, 6 millions 400 et quelques mille. Donc le problème de financement, ça a été d'avoir une garantie à la banque et de pouvoir bénéficier d'un financement. Ça a été dur d'être financé, de négocier avec la banque qui m'a cédé peu d'argent que j'ai mis dans le business, que j'ai fructifié et qui m'a permis de pouvoir produire plus et de pouvoir gagner un peu d'argent et de pouvoir payer les annuités, etc. Donc le gros du problème, c'est le financement et aussi le problème d'extension. J'ai rencontré beaucoup de problèmes pour convaincre les uns et les autres de pouvoir investir dans le projet. Oui, en même temps. Mais justement, par rapport à ces défis-là, quelle a été votre motivation profonde? Qu'est-ce qui vous a déterminé? Qu'est-ce qui a fait que vous soyez resté persévérant face à ces défis-là? Oui, il y a eu des moments de doute. Est-ce que je pourrais rentabiliser ce projet? Est-ce que je pourrais m'installer? Est-ce que je pourrais faire ce projet? Des questions se sont posées. Mais tout en ayant ces doutes, je me suis levé et j'ai agi. J'ai essayé de convaincre le plus que possible mon père à me céder son terrain à Malika et à pouvoir aussi, avec les banques, négocier le plus, c'est-à-dire être audacieux, être courageux dans ce qu'on fait, aimer, la passion aussi compte pour un entrepreneur pour pouvoir réussir dans son projet. Donc j'ai douté à des moments précis, mais ça m'a pas empêché de me lever pour me battre, pour pouvoir mettre en place ce projet-là. Oui, Merci Mamadou. Merci. Alors Luc, Oui. quels ont été les défis dans l'implémentation de ce projet? Dans le cas spécifique de la plateforme DON, qui concerne le secteur éducatif, je dirais actuellement c'est en termes de contenu de formation. Donc comme je l'ai expliqué, notre entreprise de base, le groupe, elle est spécialisée dans tout ce qui est technologique. Donc ça veut dire que pour développer la plateforme, pour fournir tout ce qui, pour mettre le cadre, la technologie en place, on est outillé pour ça. Mais au-delà de ça, maintenant, pour le contenu éducatif, pour les partenariats avec les institutions, tous ces autres, parce que nous, c'est comme si nous on fabrique l'outil, on crée un système. Voilà, en tout cas, on imagine quelque chose qu'on pense que ça peut aider. Mais maintenant, il y a l'autre volet où on doit remplir le contenu. Voilà, on doit avoir un contenu adapté à l'ambition qu'on a. Donc actuellement, c'est à ce niveau qu'on est. On est en train de travailler, on cherche des financements parce qu'on a discuté avec des acteurs de l'éducation, que ce soit au Mali ou à l'extérieur, pour nous aider dans la création du contenu éducatif dans l'esprit qu'on le veut, parce que c'est pas juste, il y a des contenus libres de droit qui existent, mais on ne veut pas juste aller prendre des livres et venir mettre ça sur là. C'est pas ça. On veut vraiment quelque chose qui va dans le sens de ce qu'on fait. Déjà, le nom de la solution, c'est DON, et qui est issu du mot Donia, qui veut dire chez nous en langue bambara, et savoir. Donc, déjà, le slogan, c'est savoir, c'est pouvoir. Donc, en fait, nous croyons que par le savoir qu'on met à disposition des populations, des gens qui connaissent les difficultés. En tout cas, moi, je pense pour aider quelqu'un, c'est pas forcément s'il a faim, c'est pas forcément lui donner de la nourriture, même si c'est l'urgence, mais c'est surtout l'apprendre comment se créer sa propre nourriture. Donc, c'est ça le savoir, c'est connaître quelque chose. C'est avec ça que tu vis. Donc, si tu sais que tu as en abondance chez toi, acquiert une connaissance en relation avec ce que tu as en abondance, si c'est la terre, si c'est l'eau, si c'est autre chose, acquiert une connaissance par rapport à ça et développe ça pour te créer une richesse, pour te trouver ton manger. Comme ça, tu ne vas pas être là tout le temps à tendre la main. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on veut créer cette plateforme et aussi, comme je le disais, dans le sens de soutien des élèves et autres, pour que vraiment on puisse
avoir des compétences avérées, qu'on puisse avoir des bases solides et que vraiment les aléas, les autres situations, que ce soit politiques ou environnementales, ne nous empêchent pas réellement euh, d'avoir ce qu'il faut pour être qui on doit être en fait. Voilà, c'est un peu ça. Donc ça, c'est les problématiques ciblées au niveau de l'application qui doit dans le sens de l'éducation. Sinon, par rapport à l'entreprise même en soi, on a eu beaucoup d'autres difficultés et qui, comme mon collègue l'a dit, touche le domaine de financement. Mais j'aimerais juste apporter, en tout cas, mon point de vue par rapport à cette question du financement. Quand on a démarré, en général, quand on démarre en tant que jeune entrepreneur en Afrique, surtout dans nos contextes, je pense qu'on est vraiment passionné. Et ce que je conseille aux gens, c'est que il faut commencer là où vous êtes et avec ce que vous avez. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens, quand on cause avec, quand on discute ensemble, oui, on n'a pas de financement, on n'a pas de banque d'investissement, les gens ne nous écoutent pas. En fait, tout ça, c'est des réalités. Mais je pense, quand on dit entrepreneur, un entrepreneur, c'est pas un businessman, c'est pas un commerçant, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui réfléchit des problèmes. Donc, il faut prendre l'élément finance comme étant un élément du problème. Voilà, et réfléchir comment on peut contourner ou bien comment on peut utiliser même ce problème pour pour avoir une solution et avancer beaucoup plus vite. Parce que si c'était facile, s'il y avait du financement partout, bon, tout le monde allait le faire. Donc, on ne dit pas que c'est facile, mais c'est pas impossible. Voilà. Donc, c'est la première chose, c'est commencer là où tu es. Quand nous, on a commencé avec mes amis, on avait un budget de 30 millions pour pouvoir démarrer. Mais je pense qu'on a démarré avec 1,5 million. Voilà, c'est vraiment, la première étape, ça a été de convaincre des grands frères qui travaillaient et tout, comme ils disent, c'est la love money. Voilà, on avance avec ce qu'on a. C'est pas des grands frères, ils donnaient l'argent comme ça, il fallait les convaincre. Donc on est parti, on les a convaincus. Voilà, et puis on a commencé avec ce qu'on avait, on les a dit, on veut 30 millions et tout. Non, ils ont dit, bon, on peut te donner ça. Nous, on a dit, ok, on peut aller avec ça aussi. Donc on a commencé, on a démarré et aujourd'hui, vraiment, on a beaucoup avancé. On a beaucoup avancé, on a des chiffres d'affaires qui dépassent cette somme-là actuellement. Donc, si on avait dit, bon, si on n'a pas 30 millions, on ne démarre pas, on n'allait pas être là où on en est aujourd'hui. Donc, en tout cas, sur cet aspect spécifique, moi, je dis, c'est vrai que les conditions ne sont pas pareilles pour chacun, mais chacun a la solution au problème dans lequel il est. Si tu peux pas avoir de la love money, peut-être tu peux avoir autre chose. Voilà, tu peux réfléchir voilà, pour une autre solution. Donc, il y a vraiment tout le temps des alternatives. Il faut juste te dire que à partir du moment où tu as un projet, il faut commencer. Il faut dire, je commence avec ce que j'ai, là où je suis. Donc, il n'y a rien d'autre qui me... Il faut comprendre que la première matière, la matière première, c'est nous-mêmes en fait. C'est notre intellect, c'est notre personne, c'est notre envie, c'est nous-mêmes. Donc, c'est vraiment commencer avec ça et aller de l'avant. Et c'est sûr, on va trouver des opportunités sur le chemin. Merci beaucoup. C'est vraiment ça. Alors, Mariana, j'imagine qu'il y a eu des défis. Qu'est-ce qui a fait que vous avez tenu jusque-là? Il y a eu trop de défis. D'abord, lors de ma présentation, j'avais dit que j'étais diplômée en audit et contrôle de gestion. C'était purement les calculs, mon monde, un bac scientifique, les études en calcul. Mais l'entrepreneuriat a été comme un passion. J'ai toujours aimé le libéral, travailler pour quelqu'un. C'est là où j'ai choisi l'audit et contrôle de gestion. Par la suite, ma passion m'amène à voir les choses autrement. Le premier défi, c'est de me former en agrobusiness, les techniques agricoles. C'est ainsi que j'ai regagné un incubateur agricole au Tchad, Agrobusiness Tchad, où je me suis fait former en entrepreneuriat, en agrobusiness, pendant 1 année et demie. Parce qu'entre-temps, en 2018, j'étais en stage dans une banque à Ecobank au Tchad. J'avais des primes de stage et tout ça. Après 6 mois, j'ai dit non, je ne peux pas continuer comme ça. J'ai quitté et je suis allée me faire former. Après ma formation, j'ai décidé de lancer Darna Food. Mais je n'avais pas les moyens. Tous les moyens que j'avais, c'était les primes de stage que j'avais un peu économisées parce qu'il fallait avoir un compte à Ecobank. Donc, à chaque fois, je laissais quelque chose dans le compte. J'ai dit, OK, je vais me lancer, mais je ne vais pas attendre. Mais comment je vais commencer? Chaque fin de journée, je partais dans le marché où les gens vendaient plus de légumes. J'attendais. Je restais quelque part. Quand je vois que
la dame finit et qu'elle range pour rentrer, je m'approche d'elle, je dis, est-ce que je peux acheter? Tu rentres avec, tu vas faire quoi? Elle dit, bon, elle va aller jeter au bien, mettre à la maison pour la consommation. Et le prix était moins que ce que je pouvais acheter en journée. J'achetais, je venais, je t'allais. Je faisais comme ça je prends une semaine où je viens tous les soirs, j'achète, je tale. Et la semaine prochaine, maintenant, j'ai commencé avec les moyens de bord à la maison. Je prenais juste le pilon et le mortier. J'étais là. Les gens se moquaient de moi. On me disait, est-ce que toutes les études que tu as faites, c'était juste pour venir faire ça? Je dis, non, il n'y a pas de souci. Jusqu'à mes amis dans ma communauté à l'église, où on m'appelle vendeuse d'énéré. Et ce n'était pas mon problème, comme c'était ma passion. Je pilais ça, je mettais dans les sachets, je tiquetais. J'avais commencé comme ça. Cela faisait partie de mes premiers défis. Mais aujourd'hui, l'entreprise utilise un système solaire de séchage. Nous utilisons les moulins. C'est tout simplement parce que tout ce que les gens disaient était déjà des difficultés auxquelles je pouvais me confronter, m'arrêter et dire j'ai un gros diplôme, je dois chercher à travailler dans une institution, je dois intégrer un cabinet d'audit, être une grande dame. Mais ça a été ma passion. La cuisine a toujours été ma passion et surtout soulager une personne. Je suis très émotionnelle. Quand je vois une personne, je vais soulager la peine de cette personne. Donc j'ai vu ces femmes, j'ai voulu trouver une solution, soulager leur peine. C'est là qu'est né Darna Food. Et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes à un nouveau... Nous utilisons une technologie solaire avec un chissoir, avec un système solaire parce qu'il fait très chaud chez nous pour sécher rapidement. Et nous utilisons aujourd'hui un moulin pour moudre. Nous cherchons à avoir déjà une machine qui peut maintenant nous permettre de mettre nos produits dans les sachets et les étiqueter en même temps. Aujourd'hui, le défi auquel nous nous confrontons, c'est d'exporter les produits de Darna Food au-delà du Tchad. Faire connaître les produits du Tchad au-delà parce que notre slogan, c'est « Nourriture de chez nous », valoriser tout ce qu'on a chez nous, faire connaître le Tchad à travers ses potentialités. Mais il nous faut des moyens. Mais cela n'est pas un frein pour nous. Nous espérons toujours et que nous allons y arriver. Merci beaucoup. Alors, j'aime bien cette partie où vous n'avez pas voulu entrer dans le moule. Vous êtes resté en tout cas passionné et c'est ce qui a conduit à la création de Darna Food pour soulager la femme tchadienne et également, on va dire, promouvoir des produits bien de chez nous. Tchadien. Merci beaucoup, Mariana. Alors, Mufasa, qu'est-ce qui t'a fait tenir? Alors, moi, personnellement, j'ai beaucoup de difficultés à parler de mon parcours au passé parce que c'est un parcours qui est encore en construction. Donc, je n'ai vraiment pas de success story éblouissante à raconter parce que tous les jours, c'est un nouveau challenge en fait. Déjà, le premier défi de l'entrepreneur, c'est une remise en question de sa propre personnalité. Quand on a fait de brillantes études en droit, on s'attend peut-être à être un avocat international ou à poursuivre ses études en thèse dans une université française. Tu vois. Et puis un jour, on décide de tout abandonner pour se lancer dans une aventure ambiguë. Et après, on se demande, est-ce qu'on a fait le bon choix? Quand on regarde nos amis qui, dans leur vie, arrivent par exemple à résoudre certains problèmes sociétaux et tout. Du coup, c'est ça le premier défi de l'entrepreneur, s'accepter pour ce qu'il a décidé de faire. Et ça n'a pas toujours été évident pour moi. Après, l'autre chose, c'est comment on se retrouve, après avoir fait des études de droit, à être passionné du digital. En secteur, je ne suis pas comme Luc, je ne suis pas technophile, que je ne maîtrise, non mais vraiment pas. On ne comprend pas d'abord. On ne sait pas où on va. On se lève un matin, on se dit qu'on est entrepreneur. Et partout où on passe, on a cette aura-là qui nous permet de dire que c'est la bonne voie, mais on ne sait toujours pas où on va. Et puis le temps passe, on grandit. On commence à avoir des responsabilités. On se dit, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Et puis un matin, on se rend compte qu'en réalité, même si on a fait des études de droit et qu'on est passionné du digital, il y a une interconnexion quelque part. C'est là que je découvre
les données personnelles. Et ça a tout changé dans ma vision en tant qu'entrepreneur. J'ai la ferme conviction qu'avec DPO Expertique, nous pourrons arriver un jour à être l'un des plus grands cabinets d'Afrique qui participe à la protection des données à caractère personnel. Et ça, c'est ma vision. D'un autre côté, avec le digital, mon plus grand défi, c'est l'équipe. Je rêve d'une Dream Team, d'une véritable équipe qui comprend ma vision. Et ça, c'est pas toujours évident. Les développeurs, les programmeurs, c'est des gens qui coûtent cher. Et quand tu leur partages ta vision, en tout cas pour ceux qui sont bons, pour eux, c'est accéder à de grandes entreprises, avoir de gros salaires tout de suite. Ils ne cherchent pas tout de suite à construire une start-up, même si tu veux changer le monde. Il faut avoir les mots pour les convaincre. Et ça, c'est pas toujours évident. Et même si tu arrives à les convaincre, après, il faut leur payer des salaires. Ça également, c'est pas toujours évident. Quand on n'arrive même pas soi-même, en tant qu'entrepreneur, à s'assurer son propre salaire. Donc, c'est des défis perpétuels qui remettent en cause l'identité même de l'entrepreneur. Et je pense qu'un jour, on sera peut-être assis ici et on regardera tout cela dans le rétroviseur, on dira, mais finalement, on a fait le bon choix. Donc, merci. Finalement, on a fait le bon choix. Alors, aujourd'hui, si vous aviez un choix à faire pour l'Afrique, qu'ambitionnez-vous pour l'Afrique? Et l'appel que vous lanceriez justement pour que tout le monde adhère à cette ambition, quelle serait-elle? Écoute, moi ce que je veux pour l'Afrique, je veux que l'Afrique se réunisse, en fait. Je crois que les États-Unis se sont réunis. Aujourd'hui, d'autres nations se sont réunies, la Russie, etc. À travers cette formation-là, j'ai vu qu'il y a une jeunesse extraordinaire. Il y a une jeunesse qui est consciente, on a des ambitions. Et si ces ambitions-là, on arrive à les mettre ensemble, en place, si on harmonise ça, on peut réussir à mettre l'Afrique devant la scène. Aujourd'hui, ce continent-là, on nous parle de maladies, de disette, de choses carrément négatives. Mais pour ces jeunes-là qui sont sur le plateau et d'autres jeunes que j'ai rencontrés, je vois une lumière dans les yeux. Je vois des gens qui sont engagés, qui sont passionnés par leur pays. Et si cette passion-là, on arrive à le mettre ensemble, c'est sûr qu'on va faire le feu au plan mondial. Et c'est quelque chose qui me marque parce que j'ai trouvé des amis, j'ai trouvé des frères même aujourd'hui. Je sais que si je voyage en Côte d'Ivoire, je vais trouver mon face au Tchad, Mariana est là, Luc aussi, Chérif, d'autres personnes extraordinaires qui, ensemble, comme je l'ai dit, si on met ces défis-là ensemble, on parviendra à mettre l'Afrique en haut du peloton. Et c'est ça, c'est le défi que je veux relever pour l'Afrique. Merci beaucoup. Alors, Mariana, quel appel lanceriez-vous par rapport à l'ambition que vous nourrissez pour l'Afrique? Je parlerai aussi dans le monde ordre d'idée que Mamadou Ndour. Aujourd'hui, quand je nous vois nos jeunes de différents horizons du pays, je vois que chacun veut faire un effort pour apporter une solution à sa communauté, à son pays, mais d'une manière générale. C'est une solution qu'on apporte pour l'Afrique. Et que si déjà chacun le fait chez lui, si Mufasa le fait en Côte d'Ivoire, Koné le fait déjà au Mali, moi je le fais au Tchad. Si aujourd'hui j'ai besoin de quelque chose, c'est que j'appelle Koné et que si Koné vient m'aider, si Mufasa vient m'aider et que nous nous mettons tous ensemble et que nous sommes unis, nous pourrons réaliser des grandes choses pour l'Afrique. Donc l'appel que moi je lance à tout jeune africain, c'est que quand un frère est dans le besoin et qu'il demande quelque chose, que nous nous tenons la main, ensemble, on peut avancer rapidement. Parce que seul, j'avance, mais je ne pourrais pas arriver à temps que ceux qui sont unis. Donc, c'est le message que j'aimerais lancer à la jeunesse africaine. Merci beaucoup, un très beau message. Alors, Luc, quelle serait votre ambition par rapport à l'Afrique et l'appel que vous lancez pour cette ambition qui se réalise? J'ai de très grandes ambitions pour l'Afrique et je sais que déjà pour rebondir
C'est ce que la sœur Mariana a dit déjà. Il y a cette citation bien connue de chez nous en Afrique qui dit que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est sûr que il y a tous ces messages ceux qui m'ont précédé, ils ont parlé d'unité, tout ça c'est bon, voilà, c'est vrai. Moi, j'aimerais surtout interpeller la jeunesse. Avant, c'est-à-dire, en premier lieu, qu'elle prenne conscience de ce qu'elle est. Voilà, de ce qu'elle est réellement pour ce continent. Et de ne pas se laisser influencer par les plus anciens. Bon, on peut se laisser influencer quand c'est positif, mais s'inspirer des exemples positifs. Parce qu'on en a sur le continent. Il y en a beaucoup qui ne sont pas médiatisés, mais on a beaucoup d'exemples de nos aînés qui ont donné de leur vie, qui ont sacrifié quasiment leur famille et leur bien-être pour qu'aujourd'hui, nous, on puisse avoir ces conditions de vie que beaucoup critiquent aujourd'hui déjà. Donc, c'est déjà tourner le regard vers chez nous. Et j'encourage aussi surtout cette jeunesse à regarder, on va dire, l'or sur lequel ils sont assis en fait. Parce qu'actuellement, je suis désolé et souvent ça me crève le cœur. On pense que l'herbe est plus verte ailleurs. Et malheureusement, je comprends la manière dont le monde, la mondialisation aujourd'hui, les médias qui nous martèlent, généralement que tout est beau, quand le rêve américain c'est magnifique, à Paris c'est très beau, voilà, à Shanghai c'est le bonheur, et on en oublie, c'est sur quoi on est assis, et on oublie réellement le potentiel, on oublie la richesse, on oublie l'air frais qu'on a chez nous, qu'il n'y a pas forcément à Shanghai ou à Pékin. Voilà, donc il faut déjà qu'on se rende compte de la richesse sur laquelle on est assis. Parce que si on peut donner l'or à quelqu'un, si la personne, si on l'a pas, si sait pas que c'est de l'or, il va penser que c'est un métal, il va le jeter. Donc il faut que déjà on prenne conscience de la valeur de notre continent. Beaucoup l'ont fait avant nous, mais il est temps que nous on le fasse et très très urgemment, parce que les autres ils l'ont déjà fait, tu vois, et ils nous envient en fait. Et malheureusement, nous, on n'a pas conscience de cela. Donc, je pense, j'encourage surtout ces jeunes à se plonger dans nos richesses, à voir réellement ce qu'on a et comment on peut valoriser cela. Donc, je pense que c'est le plus important, c'est de là où on peut partir. Si on ne le fait pas, ils vont venir le faire pour nous. Ils vont venir le faire pour nous et ils ne vont pas venir le faire à notre avantage, ni à notre intérêt. Ils vont venir le faire pour nous, mais à leur avantage. Donc, si toi, tu n'es pas conscient de ta richesse, quelqu'un d'autre va venir profiter de cette richesse pendant que tu es assis et tu crèves de faim. Tu vois, il va te donner le minimum pour ne pas mourir, mais quand même, il ne va pas te rendre riche. Tu vois. Et nous, on a vraiment la richesse. L'Afrique, déjà, nous ici, c'est une abondance de richesse. Tu vois, et il faut vraiment qu'on en prenne conscience. Je sais pas comment je vais passer l'information, mais c'est carrément une urgence. Il faut que il faut qu'on enlève le voile, comme il a si bien dit il y a pas longtemps. Il faut qu'on enlève le voile qui nous couvre et que réellement on commence à voir le monde tel qu'il est, à nous voir tel que nous sommes et à saisir les opportunités qui sont déjà les nôtres. Voilà, c'est vraiment le message principal que je voudrais lancer. Merci beaucoup, Luc. Moufaça? D'accord. Il me sera très difficile de faire mieux que mes amis, tant l'essentiel du message a été dit. Je voudrais juste rajouter que aujourd'hui, l'Afrique est à un carrefour, à une intersection où elle a rendez-vous avec l'histoire. Je me rappelle, enfin, j'étais pas encore né, mais j'ai lu dans les archives que Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, après le miracle économique ivoirien, quand la Côte d'Ivoire sombrait dans les difficultés économiques, il a dit aux Ivoiriens, travaillez, le bonheur ça viendra. Dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, je suis convaincu qu'il y aura des hommes et des femmes qui réussiront là où nous nous plaignons aujourd'hui. L'indépendance, ça n'est pas systématique. L'indépendance est progressive. On avait certes une indépendance, mais aujourd'hui on en cherche une autre. C'est non seulement l'indépendance économique, mais l'indépendance identitaire. L'Afrique doit être à la quête de son indépendance identitaire. Indépendance identitaire collective, mais aussi individuelle.
Collectivement, les Africains doivent savoir que la vie ne retourne pas en arrière, ni ne s'attarde à hier. Et c'est aux jeunes de construire leur présent et leur futur. Donc on a parlé d'unité. Mais individuellement, les jeunes Africains doivent savoir que chaque être humain, quel qu'il soit, est une unité autonome de production idéale, suffisamment évoluée pour participer à la création de l'univers. Car les hommes tiennent un héritage de Dieu, qui lui-même est le premier et le perpétuel entrepreneur. Donc en se déterminant ainsi, on se rend compte que se refuser à l'entrepreneuriat est en soi la plus grande négation de sa nature qu'un homme puisse accomplir. C'est pourquoi, à travers les projets que j'ai vus ici, je suis convaincu que si on maintient cette dynamique dans l'unité, non l'unité des politiciens, mais l'unité des entrepreneurs entre eux en termes d'échange de compétences, d'échange de paradigmes et d'expériences, je suis sûr que le pouvoir reviendra aux jeunes, aux Africains et aux courageux Africains, qui ne sont pas forcément ceux-là qui se servent de coups d'État ou qui modifient les constitutions pour se maintenir au pouvoir. Mais il y a des courageux Africains. C'est à nous de dire à la face du monde qui sont ces courageux Africains. Je pense que c'est le message que je voudrais adresser, que nous voudrons adresser à nos amis jeunes, parce que nous sommes également jeunes. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que tout le monde adhère à ce message. Merci à chacun, à chacune d'avoir voulu partager, en tout cas mettre en lumière les défis que rencontrent vos communautés, de vous être engagés à relever ces défis-là et de partager votre parcours avec vos jeunes frères et sœurs, on va dire, entrepreneurs. Alors, ainsi, vous l'aurez compris, se termine notre émission, mais je voudrais juste rebondir, peut-être rappeler pour marteler cette citation-là à l'endroit des entrepreneurs, des jeunes leaders et autres. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et il est important aussi de rappeler cette citation de Wangari Maathai pour que les jeunes, quelles que soient leurs idées, quelles que soient leurs initiatives, puissent justement savoir que c'est quelque chose, même si ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer, qui peut contribuer au développement de l'Afrique. Et Wangari Maathai nous dit qu'il est important de nourrir toute idée, toute initiative qui peut faire la différence pour l'Afrique. Aujourd'hui, il s'agit de l'Afrique et chacun doit s'engager, se retrousser les manches pour justement faire que l'Afrique brille parmi tous les continents. Merci encore et aux autres qui nous suivent, je leur dis merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une prochaine émission de Podium des entrepreneurs et d'ici là, bonne suite des programmes sur Synapse TV.